Bonjour, bienvenue ici dans le somptueux Carvolution Outlet à Langenthal. Je suis heureux d'être ici. C'est la 4e émission depuis que RepTalk existe, la première en 2026. Nous avons des sujets brûlants. RepTalk veut discuter des réponses à de nombreuses questions aujourd'hui et nous avons cette fois encore des invités de prestige ici avec nous. Et je me réjouis de faire cette émission à leur côté. Oui, soyez curieux, ce sera une discussion inspirante et intéressante sur les thèmes passionnants que nous avons. Je voudrais aussi saluer le fait que nous avons cette année un nouveau sponsor d'or, vous le voyez ici, avec Glace, Trush, Carbeza. Je me réjouis également pour les autres sponsors d'argent qui sont présents. Merci beaucoup, vous nous permettez survivre et de continuer l'émission et je suis convaincu que cela sera un message important pour le secteur de la réparation automobile à l'avenir. Oui, en cette belle journée de printemps, j'ai avec moi des invités très spéciaux et intéressants. Je voudrais tout d'abord saluer Marc Wiesling, qui est le bienvenu. Je souhaite la bienvenue à Massimo Di Giovanni. Je souhaite la bienvenue à Nicolas Schraban et enfin, mais non des moindres, à notre hôte Carvolution, notre cher Philippe Lesemeister. Merci beaucoup Philippe de nous accueillir ici dans l'outlet Carvolution à Langenthal. C'est toujours passionnant. Nous voulons faire cela dans des entreprises où l'on travaille aussi en direct. Bien, nous avons beaucoup de sujets intéressants. Avant cela, je voudrais revenir brièvement sur mes invités. Nous avions prévu ici Marco Venturini, mais il n'a pas pu venir assister à l'émission et c'est Marc Wiesling qui l'a très gentiment remplacé. Il est Head of Fleet Helvetic Motion et représente ici, pour ainsi dire, le secteur de la location et des flottes. Marc dit qu'en comparaison européenne, nous utilisons toujours des voitures neuves en Suisse. Un véhicule d'occasion peut aussi avoir une petite éraflure ou une bosse. Les loueurs de voitures paient alors souvent des subventions au prix résiduel aux importateurs. C'est très intéressant, nous allons certainement discuter de cette déclaration dans de nombreuses questions. Nous avons ici Massimo, bien connu dans la branche de l'entreprise TDC. Il est CEO et membre du conseil d'administration du groupe TDC. Massimo dit que les directives de l'OM continuent à donner le rythme. De nouvelles exigences dans les entreprises poussent le taux horaire. Une mobilité efficace vise l'intersection d'un côté de la rentabilité et de l'autre de la durabilité. Merci beaucoup de ta présence. Tu es le bienvenu ici, cher Massimo. Nicolas, je suis très heureux que tu aies pu te joindre à nous. Bienvenue à toi. Tu viens de la part d'AMAG et tu es responsable de l'innovation et support chez AMAG. On a déjà pu lire beaucoup de choses dans le domaine de l'IA où tu organises également de nombreux webinaires. Nicolas dit que nous respectons les directives OM et que nous posons en même temps des jalons puissants pour un avenir durable. C'est un sujet intéressant s'il s'agit aussi des directives OM. Nous en parlerons certainement aujourd'hui. Ravi de ta présence, Nicolas. Sois le bienvenu parmi nous. Last but not least, Philippe Lesemeister. Il est CPO de Carvolution AG. Philippe dit: les prescriptions OM sont importantes pour la qualité et la sécurité, mais elles ne doivent pas empêcher inutilement la réparation. L'avenir du secteur est de réparer de manière responsable plutôt que de remplacer de manière précipitée. Un sujet très important pour le secteur de la réparation automobile. Et vous voyez, chers téléspectateurs, que les sujets sont prêts. Nous allons maintenant commencer à poser des questions intéressantes. Ces candidats se sont préparés. Nos clients, nos téléspectateurs et téléspectatrices sont impatients de connaître les questions. Et voici les sujets que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Premier thème, taux horaires, évolution aujourd'hui et à l'avenir. Deuxième thème, les attentes des assurances flotte envers le secteur de la réparation automobile. Troisième thème, les exigences OM des constructeurs automobiles. Qu'est-ce que cela signifie ? Et si nous avons encore un peu de temps, la durabilité, la preuve et les subventions. Commençons tout de suite, car il y a de très nombreux sujets que nous souhaitons aborder ensemble.
J'ai d'abord une question d'échauffement à vous poser à tous. Vous pouvez répondre spontanément. Quel est actuellement votre plus grand défi au quotidien? Quel est votre plus grand défi actuel? Je vais commencer par l'hôte. Cher Philippe. Pour nous, ce qui est spontané, c'est bien sûr que nous avons beaucoup de nouvelles marques sur le marché, que nous étudions aussi pour les intégrer dans notre portefeuille Carvolution. Et bien sûr, le réseau de services, la disponibilité des pièces, c'est pour nous un sujet important qui relève de nombreuses questions et est bien sûr important pour que nous puissions accueillir ces véhicules. Très bien, disponibilité des pièces. Quel est ton plus grand défi? Point le plus important en ce moment, ton plus grand défi, cher Nicolas? Actuellement, nous constatons que nous avons un certain déficit d'utilisation dû aux vacances qui viennent de se terminer. Naturellement, par le manque de déclaration de sinistres ou la réticence des clients qui ne veulent pas être confrontés à un tel sujet pendant leurs vacances, et nous avons donc actuellement un peu de mal avec certains taux d'occupation. Mais nous avons bon espoir que cela se rétablisse. Prochainement. Merci. Très bien. Oui, Massimo, qu'en est-il des experts en assurance indépendants, du TDC? Chez nous, nous sentons effectivement un peu les taux d'occupation des ateliers, que ce soit les vacances, que ce soit aussi les événements politiques mondiaux qui n'aident pas. Les clients se demandent s'ils doivent rester mobiles, s'ils doivent voyager, s'ils ne doivent pas voyager. Pour nous, moins de mobilité signifie aussi moins d'accidents. Et nous le sentons, cela nous inquiète, je pense que tout le monde le sait. En ce moment, nous espérons tous que lorsque le beau temps soit là et que les gens soient plus motivés pour sortir, pour se déplacer davantage, alors ça devrait changer. Ces situations géopolitiques en ce moment nous font bien sûr tous réfléchir à ce qui nous attend avec les prix, nous le comprenons. Nous espérons que tout cela sera derrière nous d'ici quelques semaines. Merci donc beaucoup Massimo pour ton sujet également. Et qu'en est-il de toi Marc? En principe, nous sommes tout proches Pâques. C'est bien sûr une période très intense pour nous. Nous sommes en train de nous préparer à ce que nous avons bien sûr toujours. Comme l'a dit Philippe, il s'agit de réparation avec des retards de pièces. Nous nous battons bien sûr toujours contre cela. Mais en principe, je dirais que ça marche et que c'est comme ça que ça doit être. Très bien, très bien. Alors commençons par les questions préparées. Un thème important, à mon avis, est l'évolution des taux horaires aujourd'hui et à l'avenir. En Suisse, nous avons de très fortes différences. Beaucoup de gens, y compris les automobilistes, se demandent pourquoi il en est ainsi. J'aimerais poser la première question à Philippe. Dans quelle mesure les clients abonnés sont-ils sensibles au prix lors des réparations? Nos clients ne sont évidemment pas très sensibles au prix des réparations car ils ne doivent pas payer les réparations. Cela signifie que du point de vue du client, il est bien sûr beaucoup plus important que le service soit bon. Mais pour nous, il est bien sûr très important de réduire nos coûts, d'avoir bien sûr la situation en main dans le domaine des réparations ainsi que dans celui des sinistres. Et c'est logiquement pourquoi nous essayons de contrôler, de lutter contre cela, que les prix n'explosent pas. Donc, si j'ai bien compris, la raison pour laquelle vous cherchez à maîtriser les coûts est qu'au bout du compte, au final, c'est l'assurance ou le client lui-même qui prennent en charge le paiement. Donc, les coûts doivent être contrôlés, qu'ils soient... Donc, les coûts doivent être contrôlés parce que soit c'est l'assurance qui paie, soit c'est nous. Le client le paie bien sûr indirectement, via le prix de l'abonnement. Mais nous devons bien sûr essayer de maintenir le prix de l'abonnement à un niveau compétitif à l'avenir et nous n'y parviendrons que si nous maîtrisons nos coûts. D'accord, merci beaucoup. Oui, Nicolas, une question pour toi de ton point de vue. Dans quelle mesure les tarifs horaires ont-ils évolué ces dernières années et quels pourraient en être les moteurs? Pourquoi cette différence sur le marché, cette augmentation des coûts des tarifs horaires? Qu'est-ce qui se cache derrière? L'évolution des taux horaires dans les entreprises d'après moi est due au point suivant. Tout d'abord, les investissements durables qui sont actuellement très importants pour l'avenir, la formation des collaborateurs. N'oublions pas les coûts salariaux des collaborateurs chez nous.
mais aussi les investissements dans les logiciels et les solutions numériques. Dans nos entreprises AMAG Retail, ces mesures et investissements ciblés nous ont par exemple permis de réduire les besoins en énergie d'environ 30%. Si nous regardons le secteur de la peinture, nous avons pu réaliser des économies de matériaux allant jusqu'à 17%, des pas clairs vers un avenir durable. En plus de l'augmentation des salaires, il est également aujourd'hui très important de soutenir ses collaborateurs à leur poste de travail, afin que nous puissions garantir qu'ils se focalisent sur leur tâche principale, à savoir la réparation professionnelle de véhicules. Outre les coûts salariaux, il y a aussi la formation des collaborateurs. Nous avons atteint des objectifs clairs dans ce domaine, avec par exemple un taux de réparation des vitres de plus de 30% pour l'ensemble des entreprises. On peut donc dire que l'augmentation des taux horaires chez nous est due aux investissements dans la durabilité, les coûts salariaux, de la digitalisation ainsi que de la formation des collaborateurs. Malgré cela, nous assurons que nous pouvons percevoir des économies d'énergie, un taux de réparation élevé afin que nous puissions respecter notre devise et le principe de la réparation avant le remplacement, et de vivre cela. Et je pense qu'il est important d'affirmer encore une fois clairement ici, malgré l'augmentation du nombre d'heures de travail dans nos entreprises, le montant moyen des dommages et les coûts qui en résultent ont baissé. Ce qui est passionnant, c'est que tu viens d'AMAG et qu'AMAG est un importateur. Et en fait, l'intérêt d'un importateur est logiquement de vendre le plus grand nombre des pièces. Et les pièces sont une force motrice, comme nous le savons tous, des taux horaires. Comment AMAG gère-t-elle les pièces? Comment les gère-t-elle? C'est aussi un modèle d'entreprise pour eux. Nous devons ici regarder la structure d'AMAG. Je parle au nom des entreprises retail. Nous sommes des détaillants. Nous avons les clients chez nous. Nous avons des clients de flotte, nous avons des clients finaux, nous avons des assurances et c'est là que se trouve notre marché. Nous devons nous assurer que nous maîtrisons les coûts pour être intéressants pour les flottes. Donc, le retail fonctionne comme un atelier de carrosserie indépendant. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez fait augmenter autant ce taux dans le secteur du vitrage. Et c'est très, très intéressant. On ne pensait pas à cela il y a des années. Et maintenant, je passe au secteur de l'assurance. Depuis des décennies, tu représentes en quelque sorte des experts en assurance indépendants. Et les assureurs ont totalement des autres intérêts. La situation est telle que les taux horaires ne cessent d'évoluer. Ils ne sont pas satisfaits de cette évolution. Nous avons de fortes différences de ton point de vue, Massimo. Quelle en est la raison et que peut-on faire pour que les tarifs horaires ne s'envolent pas? En effet, à la fin de la journée, ce sont eux qui paient. C'est vrai, je peux rejoindre pour certains aspects le point de vue de Nicolas à propos des coûts, ses limites de durabilité, de conformité. Malheureusement, la durabilité et protection de l'environnement coûtent de l'argent. Je ne sais pas si c'est la seule raison. On pourrait penser que si on économise maintenant de la peinture, les réparations devraient aussi être moins chères. D'un autre côté, on voit bien que les véhicules actuels sont des produits de pointe, sont des produits haut de gamme sur le plan technologique. Ils roulent à des températures négatives, à des températures positives. C'est le coût de l'assistance. En cas de sinistre, cela peut être relativement simple ou extrêmement compliqué. Cela signifie que l'importance du juste à temps, quand on a besoin de pièces de rechange, ou si l'on doit réparer une pièce, mais que les tarifs horaires atteignent en quelque sorte le point d'intersection. Si je répare maintenant en 2 heures, le remplacement de la pièce est moins cher, c'est un problème. Et le problème de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée n'est pas à négliger. Je pense aussi que la branche automobile a eu un besoin de rattrapage et de mise à niveau des salaires des mécaniciens, des carrossiers et des peintres. Et n'oubliez pas qu'une réparation automobile est coûteuse. Les coûts sont une chose où les taux horaires qui sont parfois plus élevés que la moyenne, mais qui, grâce à une bonne efficacité, peuvent peut-être au final le coût total faire baisser la facture. Et cela signifie que le tarif horaire le plus cher n'est pas toujours le plus élevé. La prise en charge la plus coûteuse des dommages. Mais la pression sur le secteur de la réparation est énorme. J'entends dire par les marques que les carrossiers, s'ils veulent être de la partie, doivent réduire leurs tarifs horaires.
Ils doivent réparer beaucoup plus qu'ils ne remplacent. Cela signifie que l'on regarde souvent le prix des pièces à l'étranger. Il y a même des assurances qui essaient de faire venir des pièces en Suisse via l'étranger. L'assurance en souffre énormément. J'ai aussi ici un transparent où l'on voit ce qui se passe exactement avec les assurances. Nous avons des augmentations de 25% des coûts d'assurance. Cela signifie que les assurances sont sous pression. Et nous avons aussi de très fortes différences de taux horaires. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais nous avons quand même des différences entre des taux horaires de 350 francs et des taux horaires de 120 francs. Cela fait déjà mal au ventre de l'assurance. Pourquoi ces différences? Cela ne peut pas être tant que ça de la part des ateliers qui travaillent complètement différemment. Mais peut-être encore une question pour toi, Marc. Qu'en est-il des flottes en matière de taux horaires? Est-ce que vous mettez l'accent sur ce point ou est-ce que c'est l'affaire de l'entreprise de réparation automobile? Nous mettons certainement l'accent sur nos tarifs horaires, c'est très clair. Nous sommes dans une activité de volume. Nous travaillons aussi avec notre partenaire de telle sorte que nous pouvons certainement convenir de certains taux horaires en fonction du volume. Ce qui est bien sûr très important pour nous, c'est toujours l'efficacité. C'est un point important. Un bon travail, un travail professionnel, un travail de qualité. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons maintenir notre flotte active. Et dans notre activité, nous regardons en fin de compte les coûts totaux et non les heures individuelles. Je trouve que c'est une bonne approche, c'est une bonne idée. Souvent, on discute extrêmement beaucoup des taux horaires. À la fin de la journée, c'est le prix qui compte. J'ai trouvé ici une comparaison entre différentes villes. Des villes en Suisse, tout comme en Allemagne. En Suisse, nous avons d'ailleurs des différences allant jusqu'à 200 €. Cela donne déjà du fil à retordre aux flottes et aux assurances. On voit ici qui paie quoi. En Suisse, nous avons des taux entre 110 et 140 €. Dans le secteur OEM, entre 200 et 260 € ou francs suisses. C'est déjà difficile pour une assurance d'expliquer la différence. Je pense que nous devons expliquer à l'assurance qui paie 70% des dommages pourquoi ces différences. Tu as dit que c'est le prix final qui compte, pas seulement les taux horaires, mais si, ça commence quand même par le taux horaire quand quelqu'un demande quel est le taux horaire. Comment gérez-vous cela? Si quelqu'un dit qu'il a 250 ou 300 francs suisses, devient-il votre partenaire? Non. Donc nous avons deux aspects en fait. Pour nous, c'est bien sûr en premier lieu, nous devons aussi regarder les tarifs horaires, mais nous misons avant tout sur un réseau orienté vers le service, parce que l'expérience du service chez le client est bien sûr extrêmement importante pour nous, parce que bien entendu, l'expérience qu'il fait lors d'une réparation est naturellement déterminante pour la satisfaction globale de l'abonnement, pour la fidélisation du client. Et il est également important pour nous de maîtriser la structure des coûts. C'est pourquoi nous nous appuyons sur un réseau très orienté vers le service, mais où nous avons aussi des taux horaires convenus et où nous effectuons les réparations de manière ciblée. J'ai été étonné lorsque je me suis penché sur les taux horaires à l'étranger lors de la préparation de cette émission. Nous avons souvent l'impression que la Suisse est partout plus chère. Mais si l'on regarde les taux horaires moyens en Suisse, par rapport à nos coûts des collaborateurs qui sont quand même plus élevés, la Suisse est l'un des pays les moins chers. C'est ce qui ressort de mes recherches. On le voit aussi dans d'autres domaines. Les grands groupes comme AMAG et Émile Frey en particulier ont bien sûr d'autres infrastructures. La question est de savoir comment les assurances réagissent à des taux horaires trop élevés. Acceptez-vous cela ou ne vous adressez-vous qu'à des partenaires indépendants? Quelle est ton expérience dans ce domaine, Massimo? Bien, le produit d'assurance joue bien sûr un rôle central. Avez-vous un engagement d'atelier ou pas? C'est au choix du client de choisir l'endroit où il peut réparer son véhicule. Il existe des contrats avec la plupart des grandes organisations, des contrats de partenariat, et nous essayons de gérer cela de telle sorte pour que les tarifs horaires soient plus ou moins maîtrisés. Mais en principe, c'est un réseau de partenaires. Et puis, il y a bien sûr les grandes entreprises qui ont une infrastructure, mais cela reste à voir si tous les domaines sont nécessaires en cas de sinistre. Et il y a malheureusement beaucoup d'autres entreprises qui sont
qui, en raison du taux horaire de ces entreprises, influencent également leurs taux horaires. Et peut-être qu'avec un décompte d'entreprises minutieux, il en irait plutôt autrement. Si nous en venons ensuite aux normes OEM, nous constaterons également. Pour conclure ce premier thème, je voudrais encore apporter un point. Ces jours-ci, un entrepreneur, un carrossier assez actif, a écrit un rapport dans le portail en ligne. Je voudrais vous le présenter, car ce qu'il a décrit m'a vraiment fait réfléchir. Il m'a permis de mettre le doigt sur ce sujet précis. Cette entreprise se questionne pourquoi les coûts des sinistres augmentent de manière significative. Maintenant, il faut bien écouter. C'est un dossier dont ce carrossier s'occupe tous les jours. Il dit que beaucoup parlent de primes plus élevées, mais que très peu comprennent pourquoi les coûts de réparation augmentent réellement en cas de sinistre. Voici quelques exemples. Il l'a formulé en détail, mais je ne prends que les titres. Premièrement, les prix des pièces détachées explosent. Les prix des pièces de rechange originales augmentent continuellement. Deuxièmement, de la haute technologie au lieu de la tôle. Derrière un pare-choc se trouvent des caméras radars, des assistances au stationnement, blablabla. Troisièmement, les coûts de l'énergie et des matériaux. Matériaux de peinture, énergie, cabine de peinture, colle spéciale, blablabla. Cela fait une différence. Quatrièmement, le personnel qualifié et la formation continue. Les véhicules modernes ont besoin de bonnes personnes formées, d'investissement. Quatrièmement, administration et processus. Ce qu'un carrossier ou un concessionnaire automobile doit offrir aujourd'hui en termes d'administration, de calcul numérique, de documentation photographique, etc., y compris par les assurances ou encore par les flottes aux carrossiers. Il doit apporter beaucoup plus qu'un simple domaine artisanal. Et sixième point, les prescriptions du constructeur, nous en parlerons aussi. De nombreuses réparations ne peuvent être effectuées que selon des directives strictes du constructeur, sous peine de perdre l'aptitude à la conduite. Souvent, une phrase est prescrite là où l'on réparait auparavant. Et il est important de comprendre, dit-il en conclusion, la hausse des coûts des sinistres n'est pas en premier lieu une question d'atelier, mais une combinaison de technologies, de politiques des constructeurs, de structures de pouvoir et de formes de réglementation. Pour moi, cette déclaration a clairement enfoncé le clou. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et il serait injuste que nous tous, dans cette branche, nous nous en prenions uniquement à l'artisanat et disions qu'ils occasionnent des coûts de dommages. Si l'on fait la part des choses, tu l'as bien dit aussi, du point de vue d'AMAG, il faudra à l'avenir regarder cela de manière différenciée. Et je trouve cette déclaration très appropriée au premier thème. Voilà, j'ai encore ce mot de conclusion sur les tarifs horaires. L'UPSA, qui a également participé à la journée des garagistes, dit « Chères entreprises, ayez le courage d'actualiser les taux horaires ». Faites le calcul, car je constate que beaucoup actuellement ne calculent pas, mais se contentent d'établir un taux horaire. Parce que tu as 180, tu fais 179 ou 181. Il faut calculer et avoir aussi le courage d'expliquer de temps en temps. Tu l'as bien dit. Au final, c'est le calcul global, l'efficacité et le rendement qui sont déterminants et pas seulement un taux horaire. Permettez-moi de passer au thème suivant. Merci beaucoup pour le premier thème. Et cela donne bien sûr aussi le pont sur les taux horaires. Les attentes de la FLI, la fameuse Flotten Leasing Insurance, envers le secteur de la réparation automobile. Car il est important pour chaque entreprise de se demander ce qu'attend le leasing de flotte. Et là, je veux peut-être commencer par la flotte. Qu'attends-tu de ton entreprise, d'un bon entrepreneur actif que vous prenez dans votre réseau? Comment doit-il se positionner pour avoir la chance d'en faire partie? Je dirais que ce qui est très, très important pour nous, c'est le partenariat. Il faut être honnête l'un envers l'autre. Il faut travailler ensemble. Cela signifie que l'on doit aussi concevoir la planification ensemble. La qualité, bien sûr. Je le dis et le répète, mais la qualité joue un rôle important dans ce secteur aujourd'hui. Et, comme je l'ai dit, il faut être ensemble. Cela ne fonctionne pas tout seul. Cela ne fonctionne que si l'on travaille en étroite collaboration avec son partenaire. Et c'est ainsi que l'on peut bien sûr simplifier tous les processus, simplifier ou encore mieux gérer ensemble. Quand tu dis partenariat, j'ai aussi entendu cela de la part de beaucoup d'entreprises. Oui, on dit partenariat, mais à la fin, seul le coût compte. Est-ce que c'est vraiment comme ça, qu'un partenariat est plus décisif que les coûts? Quel est ton avis, Nicolas?
Je pense qu'un bon partenariat constitue la base d'une collaboration parce qu'il y a des réparations qui vont coûter plus cher. Nous l'avons entendu tout à l'heure de la part de Massimo, il peut arriver du même véhicule une petite bosse de réparation avec un coût minime, mais la même voiture peut avoir des radars. Dès que j'enlève le pare-choc, il est évident que je parle d'une autre facture. Et c'est là que le partenariat et la confiance dans le réparateur sont nécessaires pour que l'on puisse remettre le véhicule en toute connaissance de cause et savoir que la facture que je reçois est correcte. Et dans le meilleur des cas, je reçois aussi une facture transparente avec une documentation en images, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, couverte administrativement. Qu'avons-nous fait si jamais il y a des questions? Mais justement, dans l'assurance, ils misent aussi beaucoup sur les coûts. J'ai montré un épisode tout à l'heure. Ils augmentent les primes d'assurance parce que le coût des sinistres ne cesse d'augmenter et font naturellement aussi pression sur les garages, mais les garages subissent en même temps la pression que j'ai montrée tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement la faute de la dérive, mais au final, cela se fait quand même sur le dos des différentes entreprises. N'est-ce pas? Comment vois-tu les choses, Marcelo? On dit que les primes augmentent, cela nous concerne tous. Nous connaissons déjà une situation similaire dans le secteur de la santé où les coûts explosent. Nous l'avons aussi dans le secteur automobile. Pour les pièces de rechange qui explosent, tu l'as déjà mentionné, il n'y aura probablement pas de changement. N'est pas très important jusqu'à nouvel ordre. Il y a un potentiel de discussion. Pour les garages, si je regarde maintenant une flotte, ils viennent avec un certain nombre de véhicules et disent « Oui, nous sommes là et nous pouvons trouver un accord ». Que pouvons-nous convenir? Pour les assurances, c'est comme ça, elles viennent avec une seule commande. Mais si on constate aujourd'hui le nombre actuel d'assurances qu'il y a encore en Suisse, on constate rapidement que ce sont toujours plus ou moins les mêmes. Ils ont aussi, à la fin de la journée ou du mois, quelques véhicules qui entrent dans cette entreprise. Et sur la base de cette réflexion, on fait aussi un peu pression. Pas exactement comme un exploitant de flotte, mais on essaie quand même de faire pression, car si les primes augmentent, la couverture casco deviendra peut-être un luxe que nous ne pourrons plus nous permettre. Les véhicules sont alors moins assurés, moins rentables pour l'assurance. Business, et nous n'avons pas de véhicule à l'atelier qui met la pression, Massimo? J'entends aussi dans différents dossiers des entreprises qui chôment, qui se battent, ce que coûte le règlement de la succession, la recherche de collaborateurs, etc., des salaires. Je veux dire qu'à la fin de la journée, l'assurance doit aussi être intéressée à ce que le carrossier ou le réparateur automobile survive. Car à supposer qu'il n'existe plus, tout simplement parce qu'il ne paie en plus les frais, qui réparera encore? Ou sont-ils intéressés à ce qu'ils survivent? C'est là que tu peux citer. Oui, c'est le business as usual. C'est en fait, chacun regarde un peu pour soi, n'est-ce pas? Mais le fait est que si une compagnie d'assurance cherche un réseau de partenaires ou met en place un réseau de partenaires, veut faire, ils ont d'innombrables candidatures. Je pense donc que toute la branche n'est pas encore descendue à ce niveau où le seuil de douleur est dépassé. On a simplement des fournisseurs et ces véhicules peuvent être et sont effectivement réparés actuellement sur le marché. C'est un peu ça. Ou si je décide de ne plus participer et constater que cela ne vaut effectivement plus la peine pour moi, alors chez l'assurance, parce que les assurances, à l'aide de ces systèmes de calcul, multiplient le facteur taux horaire et paient des frais de réparation justes, des coûts de réparation. Imaginez qu'un particulier devrait faire repeindre un pare-choc à ses propres frais. Il est évident qu'avec n'importe quel petit dommage de parking dirait « je peux vivre avec ce dommage ». Donc c'est probablement encore, la concurrence joue encore. Je pense qu'en discutant avec les carrossiers, nous constatons aussi que beaucoup d'entre eux ressentent simplement la pression et sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes. Mais bien sûr, étant donné le fait que l'assurance paie 70% des réparations et entre les ateliers, il y a aussi des marges de manœuvre. C'est tout à fait ce que j'entends par là. Mais le grand groupe AMAG a des carrosseries très fortes et apparemment très performantes. Qu'est-ce qui rend AMAG spécial? Que ces entreprises sont également sollicitées par les assurances et en particulier par les assurances ayant un taux de sinistre élevé et également un taux de réparation particulièrement élevé. D'après mes recherches, ce n'était pas le cas les années précédentes. Nicolas. Nous attachons beaucoup d'importance à cela, à ce qui a été dit tout à l'heure, le partenariat. Et un partenariat n'est pas seulement
dans le sens avec une flotte ou dans le business avec un client final, qu'il bénéficie d'un super service, ce qui est aussi important, mais aussi avec les assurances. Et ici, il est important pour nous d'être partenaires et d'avoir des interlocuteurs pour les assurances, pour les flottes. Si quelque chose est remis en question, que nous puissions l'examiner et que nous ayons la transparence nécessaire pour d'analyser plus précisément les différents cas, de voir si ces frais sont justifiés ou y a-t-il eu à un certain moment un malentendu dans la communication. Très bien. La question est la suivante. Quelles sont les attentes des assurances de location de flotte vis-à-vis du secteur de la réparation automobile? Je pose concrètement une question un peu passionnante. Selon vous, est-ce que les locations de flotte accepteraient si nous importions simplement les pièces avec 2 pièces de l'étranger en Suisse et que nous réduisions ainsi les coûts de 20, 30, 40%? Qu'en pensez-vous? Philippe? En principe, nous essayons en premier lieu, bien sûr, de conserver la valeur ajoutée en Suisse, ce qui est bien évidemment très important actuellement. Et je pense que l'importation parallèle de pièces ne résout pas le problème. Le problème n'est pas résolu. C'est-à-dire que je pense que nous devons aussi, une AMAG importe ou tous les autres fabricants qui importent des pièces, ils doivent gagner de l'argent avec leur modèle commercial. Je pense que c'est important. Je pense que nous devons simplement essayer d'empêcher que les pièces de manière injustifiée soient la plus chères en Suisse. Nous avons cela dans la branche automobile en général, dans un premier temps pour les prix des voitures neuves, mais aussi pour les pièces de rechange et pour beaucoup d'autres choses aussi. Que nous avons tout simplement une majoration suisse, et si celle-ci n'est pas justifiée, il faut y mettre un terme d'une manière ou d'une autre. Chez AMAG, je pense que la réponse est claire. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un feedback. Vous êtes un fournisseur de pièces très fort sur le marché. Vous avez aussi la pression de Volkswagen. Mais comment AMAG gère-t-elle cette situation? AMAG ne peut pas importer des pièces de l'étranger pour le secteur de la réparation. Ce ne serait pas la bonne solution pour AMAG, n'est-ce pas? Je différencie encore une fois volontiers, je suis ici pour les Amagrites et non pour AMAG Import. Et nous devons aussi nous remettre en question si nous ne discutons que des coûts des pièces de rechange. C'est une chose, mais qui met en place, en cas de problème de qualité, assure la garantie? Qui s'assurera que les voies de transport sont également durables lorsque nous arriverons à 2050 avec la LIC? Ce sont toutes des questions qui ne sont pas vraiment résolues si nous ne nous focalisons uniquement sur les coûts à court terme. Je pense donc qu'il est important de considérer l'ensemble et de se demander... C'est ce qu'a dit cette carrosserie. Mais il y a des assurances qui suivent aussi cette voie et contrôlent les pièces provenant de l'étranger. Oui, vérifier. Je pense que c'est un bon mot, parce que l'expérience que je fais quand j'utilise les systèmes de calcul habituels, j'en utilise un, je le forme aussi chez un fournisseur, c'est qu'il y a des importateurs qui se font un plaisir d'augmenter les prix. Ils s'amusent à augmenter les prix des pièces de quelques pourcents. Tous les trimestres, et les pièces très chères et les fractions. On voit donc que les fractions et aussi les pièces commises qui sont plus touchées par les collisions sont assez chères, surtout que, et il y a parfois des pièces dont le prix ne peut pas totalement être expliqué économiquement. Pouvez-vous expliquer pourquoi le secteur de l'assurance, et tu viens dans ce tour le plus expérimenté quand j'achète une voiture, qui coûte 100 000 et une autre coûte aussi 100 000. Mais chez l'une, la facilité de réparation est de la camelote parce qu'il faut tout simplement tout remplacer, chez l'autre non. Mais je paie la même prime. Il n'y a donc pas de différenciation comme pour le réfrigérateur A, B, C, mais la prime est la même. L'assurance ne devrait-elle pas aussi choisir l'assurance des véhicules qui sont souscrits en fonction de la facilité de réparation? Car le carrossier ne peut rien faire si la pièce est si chère. J'ai ici un transparent où l'on peut voir que les différences de prix des pièces ont été incroyablement fortes ces dernières années. Et le carrossier ou le garage reçoit une facture élevée, mais il n'y est pour rien, car ce n'est pas lui qui fixe les prix. Mais la prime que le client paie devrait être adaptée à la facilité de réparation. Comment vois-tu les choses, Massimo?
Effectivement, cela s'est produit en Allemagne, où l'on constate actuellement que de nombreux véhicules ont été endommagés lors d'accidents. Lors des petites collisions de départ et sur la base des coûts des dommages qui en résultent, ils sont ensuite classés dans les primes. La question qui se pose maintenant est de savoir si le produit est viable sur le marché lorsque je parle avec les collaborateurs du service extérieur et les clients. Quelle est la faisabilité d'une telle solution? Dans quelle mesure puis-je surveiller cette solution? Mais ce sera certainement, plus il y a de données structurées qui remontent des réparations ou des chiffres de vente, une telle tendance se dessinera très probablement bientôt. D'un autre côté, lorsque des actions de leasing sont lancées avec des importateurs, on voit qu'il y a une solution d'assurance qui se trouve également à l'arrière avec un réseau de partenaires. Donc c'est probablement, on ne peut pas dire que c'est à cause de ça, de ceci, c'est vraiment une interaction de différents facteurs. Mais les pièces de rechange, alors je fais ce travail depuis longtemps maintenant et je dois dire que la part des pièces de rechange, donc la différence entre le coût du travail et le coût des pièces de rechange a augmenté de manière significative. Ce sont généralement les pièces dont on doit dire que c'est presque impossible. Donc si l'on étalait cette somme avec des milliers de notes, on aurait la plus grande surface que cette pièce de rechange maintenant peut occuper. Et ce qui était bien sûr un peu un problème pour les fabricants est de maintenir la disponibilité des pièces. Et maintenant, avec les nouvelles marques qui arrivent sur le marché, y compris le marché asiatique, le prix augmente. Et au final, c'est le carrossier ou l'atelier de réparation automobile qui doit maîtriser la situation pour le client, pour les pièces de rechange. Et si c'est à 50% et qu'il n'a pas de marge sur la réparation, alors ce sera difficile pour le carrossier, d'autant plus qu'il ne trouve pas d'artisans. Oui, Marc, pour les flottes, qu'en est-il alors chez vous des pièces de rechange? Est-ce que cela joue un rôle là-bas ou est-ce que c'est une histoire d'assurance? Pour nous, ça joue aussi un rôle. Les pièces de rechange, nous le sentons aussi, elles deviennent plus chères, c'est clair. En principe, nous remarquons aussi les retards de livraison. C'est évidemment très, très mauvais pour nous, parce que nous n'avons pas le véhicule à disposition. Comment gagnons-nous de l'argent? Nous gagnons de l'argent lorsque nous pouvons vendre le véhicule. Et si les véhicules restent chez nous dans le garage, nous n'avons aucune valeur ajoutée. En principe, nous avons ici aussi des partenaires, car nous disons, c'est toujours la pièce de rechange où on peut aussi réparer certaines choses. D'accord. Donc pour conclure sur ce deuxième thème, je constate que nous attendons des flottes, du leasing et de l'assurance, de la flexibilité de la part des carrossiers continus. Pour les pièces, cela ne changera pas à court terme, cela ne changera pas beaucoup. Nous avons de plus en plus d'articles, je dirais presque jetables sur le marché. Quand je regarde les véhicules électrifiés, oui, ils sont magnifiques, mais ils ne seront probablement pas réparés aussi longtemps qu'une voiture normale. C'est à nouveau un sujet pour notre secteur. Nous aborderons donc aussi le thème de la réparation des véhicules électriques dans un prochain Rep Talk. Oui, et le prochain sujet, et je pense que c'est un sujet incroyablement passionnant, est celui des prescriptions des constructeurs automobiles. Je voudrais donc rompre une lance à l'égard des importateurs et des garages suisses. J'ai souvent entendu des discussions au cours desquelles ils disaient « Cher Enzo, je veux bien réparer car tout le monde a l'habitude de réparer au lieu de remplacer, mais c'est le constructeur qui me le dit. » Et je ne parle pas ici de l'importateur, je parle du constructeur qui dit qu'il est interdit de toucher à ce pare-choc, à ce phare. Il perd sa qualité de véhicule. Et c'est amusant, ce même pare-choc, 2 ans plus tard, peut maintenant être réparé. Il y a quelque chose de particulier à cela, presque inattendu. Ça sent le constructeur qui, logiquement, gagne massivement de l'argent sur les pièces. Comment gère-t-on cela? Au final, le carrossier qui ne peut pas réparer et qui ne gagne rien sur les pièces, mais qui a en fait pollué l'environnement, alors qu'il n'aurait pas dû le polluer et qu'il a remplacé la pièce. Quelle est ton opinion à ce sujet, cher Philippe? Bien sûr, nous connaissons cela sur le bout des doigts. Nous transportons plusieurs milliers de véhicules par an et il nous arrive de subir des dommages de transport, que ce soit lors de la pose ou du déchargement du camion. Et là, nous avons vraiment des rayures minimes sur la partie inférieure du pare-choc et pas tous, certains fabricants prétendent qu'il faut changer le pare-choc alors que cela pourrait être fait même avec une réparation spot ou smart, mais effectivement, il faut le remplacer. Ce n'est pas tout à fait notre problème, parce que c'est un dommage dû au transport. Il est payé par le transporteur, mais une personne doit le payer. Et nous voyons cela d'un œil très, très critique.
Et je suis d'accord avec toi, nous l'avons vu aussi. Lorsque, en 2023-2024, les chaînes d'approvisionnement étaient encore plus tendues, il y avait soudain des possibilités, des voies et des moyens où les pare-chocs sont réparés avec des capteurs ou des radars. J'ai tout simplement beaucoup de mal à aborder ce sujet, car la finalité est telle que nous parlons tous ici de durabilité. Je dis que l'appareil à café ne doit plus être en plastique, qu'il faut utiliser du bois pour la durabilité, etc. Mais des pièces sont jetées alors qu'elles peuvent encore être réparées. J'aimerais bien sûr t'entendre aussi, cher Nicolas, parce que tu es entre le fabricant et l'importateur. Comment cela se passe-t-il chez vous? Comment gérez-vous ces pièces qui ne peuvent pas être réparées, non pas parce que nous ne pouvons pas les réparer, mais parce que nous n'en avons pas le droit de la part d'un fabricant? Je pense qu'ici, nous devons un peu ouvrir la brèche, ce que nous avons déjà entendu. Nous avons les prescriptions OEM et les guides de réparation qui en découlent. Et ici, ce qu'il est important de noter, c'est qu'ils n'ont pas vraiment changé au cours des dernières années, mais que les véhicules ont évolué. Nous avons aujourd'hui des assistances à la conduite derrière les pare-chocs où les guides de réparation prescrivent une structure de peinture claire. Comment faut-il procéder pour que ce capteur derrière le pare-choc fonctionne? Nous avons des technologies d'éclairage de pointe qui fonctionnent à très grande distance, qui sont adaptatives, qui participent. Et nous avons les véhicules électriques à batterie. Un dysfonctionnement de ces composants par une réparation inappropriée a de graves conséquences. Et si j'ai une flotte, il y a aussi un risque d'atteinte à l'image de marque. Il est donc important pour moi que la réparation soit appropriée et de haute qualité. Comment gérons-nous cela? Pour nous, c'est important que nous effectuions une réparation partout où cela est techniquement judicieux et responsable. Petit exemple, des constructeurs. Nous avons certaines jantes du groupe Volkswagen qui ne sont pas autorisées à être réparées par des guides de réparation. Nous avons mis en place, avec notre direction établie, avec des tests auprès du TÜV Sud, jusqu'à quel point nous pouvons réparer pour garantir que la sécurité est donnée et assumer nous-mêmes le risque. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous voulons clairement renforcer notre stratégie « réparer avant de remplacer » et que nous vivons et appliquons activement cette stratégie. Mais nous voulons aussi apporter une contribution aux thèmes que nous avons déjà abordés, la préservation des ressources, l'efficacité des coûts et surtout la durabilité. Ce grand écart auquel est confronté le carrossier ou le réparateur automobile lorsqu'un client vient lui dire que s'il doit le payer lui-même, il sera réparé. J'en reviens encore une fois à l'exemple des phares. Mais si tout doit passer par l'assurance, alors là, on a vraiment l'impression de se perdre dans les démarches. J'ai le sentiment que l'on se cache toujours un peu derrière les prescriptions du constructeur. Bien sûr, nous avons les directives des constructeurs et la qualité, mais cela ne ressemble-t-il pas à de la vente de pièces? Un petit exemple, je suis d'accord avec toi, la sécurité passe avant tout, nous devons appliquer les directives. Nous devons donc les appliquer, mais nous avons un fournisseur. Fabricant chez la batterie dans le véhicule, c'est-à-dire les batteries normales de 48 volts, elles doivent être enregistrées dans le véhicule. Cela ne peut être fait que par un concessionnaire agréé. Et les batteries, nous avons reçu 20 véhicules flambant neufs qui étaient déchargés. Et nous avons été contraints de jeter les 20 batteries qui auraient pu être chargées et d'en acheter de nouvelles pour que le concessionnaire agréé procède à l'enregistrement sur la voiture. Et de mon point de vue, c'est non seulement tout sauf durable, mais en plus extrêmement cher. Et puis, nous avons les augmentations de primes où le consommateur paie. Je pense que c'est déjà le cas. Il y a la qualité, il faut avoir la plus grande priorité. Mais je pense que la marge de manœuvre, à mon avis, et je le dis parce que j'ai ici aussi l'exemple des projecteurs MAT, auxquels je reviendrai un peu plus tard, mais avant cela, je voudrais encore revenir sur la manière dont l'assurance réagit. L'assurance paie en effet la facture. D'un côté, elle tient bien sûr à ce que le travail soit de qualité. Toute réparation doit être effectuée conformément aux prescriptions du constructeur. Mais je suis d'avis que souvent, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. En effet, cette fameuse marque sur le pare-choc fait qu'après quelques années, il devient possible de réparer ce même pare-choc à condition de respecter les précautions nécessaires qui, bien sûr, doivent être correctement maîtrisées. Réparer a pu être fait.
Là, il faut quand même que l'assurance soit en premier lieu, non pas en Suisse, mais chez les constructeurs. Là où l'assurance est facturée pour la voiture, elle explique ce qui doit être réparé et ce qui ne doit pas l'être. Il me manque là-bas la protection du réparateur et aussi celle qui paie les frais. Où est-ce que je me trompe? Bon, ce que je peux dire, c'est que je comprends le constructeur de temps en temps parce que maintenant, nous en Suisse, nous réparons, nous avons une qualité de réparation élevée, voire très élevée, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et quand je produis quelque chose, je le diffuse dans le monde entier. Et ensuite, je diffuse mon guide de réparation. Qu'est-ce qu'une peinture de réparation? Qu'est-ce qu'une peinture de dérision? Combien de couches je peux mettre dessus? Où est-ce que je le fais? Pour cela, je me mets un peu à l'abri, surtout avec l'idée que la voiture doit être après la réparation comme avant le dommage, pour que tous les systèmes fonctionnent. Il est clair que plus tard, dans la vie de la pièce ou du véhicule, nous réparerons ces pièces. Au plus tard, lorsqu'elles ne seront plus disponibles, nous les réparerons. La possibilité de réparation existe. Seul le fabricant bloque. Vous avez la garantie, c'est-à-dire la garantie matérielle en main. On peut faire pression. Je connais personnellement quelques concessionnaires, c'est-à-dire des représentants de marques, qui ont alors dit eux-mêmes « À quoi bon si je ne peux pas réparer une pièce en plastique ?» mais que je reçoive ensuite du magasin de pièces détachées, une pièce en plastique brute, et que je la peigne ensuite. Alors ils réparent quand même ces pièces. Mais en principe, il faut que le constructeur qui vend son véhicule avec des directions de réparation, et puisque partout dans le monde, et je peux le dire avec certitude, la qualité des réparations ne correspond jamais aux standards suisses. Nous sommes peut-être pénalisés en Suisse dans un premier temps. Mais à partir de consignes de sécurité, et on le voit toujours quand on regarde ces guides de réparation, ou que l'on ouvre maintenant le mode d'emploi d'un véhicule sous forme numérique, on commence par les exclusions et les indications de garantie, puis on explique le véhicule. D'un côté, cela va de soi, mais de l'autre, il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de choses sont possibles. Le secteur de la réparation peut réparer beaucoup de choses, mais si le constructeur dit non et que l'importateur Le pouvoir de l'assurance est là. Le carrossier ne peut pas le faire. Il faut passer par l'assurance, cette contre-pression. Nous avons certainement les collaborateurs les plus qualifiés en Suisse. Nous gagnons également aussi souvent les Swisscale devant les Japonais ou de peu derrière les Japonais. Cela signifie que nous savons comment réparer dans les règles de l'art. Il se peut en effet qu'une pièce doive être remplacée. Le carrossier le sait dans sa formation. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre si j'en juge par les propos de la branche. De mon côté, je dois encore une fois signaler une lance aux importateurs. Ils sont en bas entre les constructeurs. Je trouve que l'idée des jantes est tout à fait correcte. Il faut vérifier soi-même si cela est encore de qualité. Nous avons ici le thème des phares dépolis. Personnellement, cela me dérange assez fortement. Les phares en Suisse ont désormais un prix. On parle de montants pouvant atteindre 4 000 à 5 000 francs suisses, littéralement jetés. Dans ce cas, il n'y a aucune notion de durabilité. Même si on ne les repeint pas, on pourrait tout de même les conserver et, au lieu de les jeter, offrir aux clients quelques francs en compensation. Ou alors en polissant ces phares en conséquence. Ici, j'ai fait à partir du système, à partir d'Internet. C'est autorisé ou non. C'est écrit ici, tout noir sur blanc, par l'ADAC. La remise en état des phares, des vitres de protection par ponçage, polissage, vitrification ou procédé de nettoyage n'est pas autorisé. Point final. Comme c'est écrit, le carrossier est sur place et le client arrive. Tout dépend maintenant s'il décide. Et que le client va ensuite dans un autre garage et dit « tu l'as fait ». Ensuite, il vient avec ça et dit que tu l'as fait devant une carrosserie qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. Alors c'est lui le méchant, alors que l'assurance avait le souhait de le réparer. Nous devons protéger les indépendants, y compris les constructeurs de marques, si les constructeurs donnent ce genre d'informations. Maintenant, nous continuons à lire. Il est permis de poncer et de polir. Ce n'est pas autorisé. En réalité, c'est considéré comme autorisé à condition que l'on répare correctement le support du boîtier. Mais mes recherches m'ont aussi appris que certaines parties de la Suisse ne sont pas du tout livrées avec ce remplaçable. On dirait bien que ça sent la cash cow à la Suisse. La branche doit se réunir entre elles.
Les tarifs horaires ne sont pas beaucoup plus élevés qu'à l'étranger. Nous avons des coûts extrêmement élevés, d'où l'explosion des prix des assurances. Comment vois-tu les choses, Marc? Dans tes discussions avec ton réseau, est-ce qu'il répare les phares? Chez vous, en principe, nous avons des véhicules relativement récents. En fait, ils ne restent pas très longtemps dans la flotte. Cela signifie que nous avons des phares mat, ce qui est rare, ce qui est certainement un sujet. Nous avons certaines normes que nous devons restituer aux véhicules. Et il y est clairement stipulé que l'on peut ou que l'on ne peut pas. Et si on n'en a pas le droit, nous ne pouvons pas non plus le réparer. Parce que nous avons alors un autre problème. Mais nous nous occupons moins de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu fais? Carrosserie A, carrosserie B. Tu as un phare qui vient d'une petite rétro. Il a une rayure. Tu pourrais le polir et l'ensuite le vitrifier à nouveau. Il y a bien évidemment aujourd'hui des technologies qui le font très bien. L'autre dit non, il faut absolument le remplacer. 300-500 francs suisses. Il dit que c'est le constructeur qu'il veut réparer. Qu'est-ce que tu décides? Je peux te le dire, on regarde. Est-ce que c'est un de nos véhicules? Est-ce que nous le gardons plus longtemps? Est-ce que c'est un véhicule que nous vendons nous-mêmes? Si nous le vendons nous-mêmes, nous le réparons. Mais s'il retourne chez l'importateur, nous avons des directives très claires et là, nous devons montrer l'agriculteur. Il a encore mal présenté le trafic. Il doit le remplacer. Ce qui me dérange, ce sont les différences que nous avons dans la réparation. Nous sommes dans une histoire de durabilité. Nous avons des coûts, nous avons une explosion des primes. Et nous avons toujours ce thème des constructeurs. Messieurs, nous ne sommes pas tous ici des fabricants. Nous réparons. Je pense qu'il est important d'écouter aussi le message adressé aux constructeurs, que nous disions que nous devons trouver des solutions. Celui qui achète les voitures qui sont difficilement réparables, il doit payer plus de primes, alors c'est bon. Ensuite, il ne s'agit pas seulement de l'individu qui répare une Fiat 500. On peut peut-être la réparer davantage. Je pense que c'est le message que j'aime vous transmettre et que je suis heureux de vous donner en retour. C'est surtout un grand importateur qui joue un rôle important. En fin de compte, si nous ne faisons que transférer les coûts, cela ne fait rien. Cela n'offre pas vraiment de solution et je pense effectivement qu'il faut absolument suivre ici la même idée que nous avons déjà eue pour les jantes, à savoir chercher des voies de réparation qui soient reproductibles et qui permettent de garantir la qualité et la sécurité de ces projecteurs peu représentés. Et puis, il y a peut-être des spécialistes ou des sites qui ne font que des réparer ces phares, mais nous savons que cela va sans doute fonctionner. C'est un bon sujet. Je pense que nous devons approfondir ce sujet. Je suis convaincu que le secteur, surtout celui de la carrosserie que je connais bien, a des gens incroyablement bien formés. Ils savent si une réparation professionnelle est là ou non. Je me souviens très bien du cas d'un client. Il s'agissait d'une voiture S spéciale qui était très chère. Un grand pare-choc avec une petite rayure. Il avait été remplacé. Je peux vous dire que le risque de garantie, ce remplacement du pare-choc, était beaucoup plus élevé que si on avait fait une réparation ponctuelle. Car si l'on remplace une pièce entière, le risque est logiquement plus grand que si l'on remplace sur place tous les capteurs. Il faut bien sûr vérifier si les capteurs situés derrière peuvent être réparés. Je peux vous montrer une autre diapositive. Il ne s'agit pas pour moi de marque A, B, C. Il s'agit simplement d'avoir des artisans différents qui ont des réparations différentes, Si je regarde la marque à droite, où en une année, les prix ont augmenté de plus de 200% au cours des 10 dernières années et que cette personne fait exactement la même marque. Alors bizarrement, ce carrossier va voir son coût moyen augmenter. Oui, bien sûr, j'ai la marque dont les pièces sont devenues proportionnellement tellement plus chères. Pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'on y a mis un nombre incroyable de capteurs pour protéger les gens. Mais cela n'est pas assez pris en compte dans les primes d'assurance. Comment pouvons-nous les gérer? Regardez ces coûts de réparation au cours des 10 dernières années ou de la dernière année. Des différences de la marque A à la marque B. S'impose. Que peut-on faire? Alors certainement, l'une des situations est aussi le client. Le client, s'il sait qui doit payer, s'il ne doit pas payer lui-même, il se prononcera probablement plus volontiers pour un remplacement que pour une réparation. Le fabricant, je dois dire, si on prend un exemple comme un support de phare, ceux-ci sont en partie, ces kits de réparation, ils existent, mais pas toujours en Suisse. Certains sont disponibles en Suisse, d'autres non. Je peux les sélectionner dans la feuille de calcul, mais ce numéro de pièce de rechange n'est pas importé. Pourquoi? Pourquoi existe-t-il en Suisse
À la fin, j'arrive au suivant, un représentant de marque qui répare tout, même la carrosserie. Il a plusieurs centres de profit au sein de l'entreprise et commerce de pièces détachées. À la fin de l'année, il y a des kickbacks, il y a des objectifs atteints et c'est une partie essentielle. Le est, je dirais presque, un point de survie. Ce chiffre peut équilibrer un peu les autres points de profit. Il faut toujours regarder l'ensemble. Cette solution n'est probablement pas durable. Mais pourquoi cela n'est pas importé en partie? J'espère que nous aurons un peu plus de Mars ici, exactement dans cette direction. Nous voyons bien qu'il y a des entreprises, comme AMAG par exemple, où la durabilité est réalisable. Ce qui se fait à côté, c'est incroyablement plus que ce que nous faisons dans la plupart des entreprises en Suisse. Et il y a aussi cette idée claire, si nous voulons être durables, nous devons l'être dans tous ces domaines. Car en nous concentrant uniquement sur les pièces, sans tenir compte du reste, l'équilibre ne sera plus assuré et, au final, le compte n'y sera pas. Cette liste le montre bien. Ce n'est pas la réparation. Et pour finir, cette déclaration des clients de cette entreprise, je voudrais la citer encore une fois. Je trouve particulièrement passionnante la manière dont il l'a décrite à la fin. Cette déclaration où il a dit qu'il était important de comprendre que l'augmentation des coûts des sinistres n'est pas en premier lieu une question d'atelier, mais une combinaison de technologies, de politique des constructeurs, de structure du marché et d'exigences réglementaires. C'est vraiment pile dans le mille. Cela résume parfaitement la situation. Souvent, on en veut vraiment à l'artisan et nous le verrons probablement encore de devoir dire merci lorsqu'un artisan répare une voiture, car ils ne sont en quelque sorte pas remplaçables par l'IA. J'en viens maintenant au dernier sujet. Je crois qu'il me reste 1 minute. Je n'en ai plus, mais j'ai quand même 2 ou 3 questions sur la durabilité et la preuve. La durabilité, nous avons vu tout à l'heure comment cela joue ensemble. Selon vous, comment devrions-nous prendre en compte la durabilité dans la flotte, le leasing, l'assurance, l'importateur et l'abonnement? Sur quoi devrions-nous nous concentrer? S'il vous plaît, très brièvement, parce que sinon c'est la régie. Je pense que nous devons réparer plus de choses et non pas les remplacer. Donc réparer ce qui peut être réparé. Et ainsi, nous pouvons certainement contribuer à la durabilité. Réparer davantage au lieu de remplacer, si c'est possible, si le secteur le permet. Et peut-être aussi prendre des risques, comme Diamag le fait avec les jantes, vérifier et dire que c'est quand même autorisé. Au coup par coup, nous assumons la responsabilité, mais la facture déjà payée pour elle-même. Ils doivent de bien porter l'intérêt principal, non? C'est déjà le cas. Peut-être que le principe du pollueur-payeur jouera un jour un rôle important, car tu dis que les marques sont plus chères en cas de réparation ou que les équipements spéciaux sont plus chers. Réparer la durabilité au lieu de la remplacer, est au centre de l'attention. Bien sûr, il faut réduire la durée de réparation, la disponibilité des pièces de rechange. Ce sera l'objectif principal. Et si possible, trouver un équilibre entre l'augmentation des coûts des sinistres et l'augmentation des primes. C'est ce qui va certainement se passer à l'avenir. Très bien. Une empreinte importante a bien sûr. Si nous parlons Diamag. d'AMAG, il est important de regarder le groupe lorsque nous parlons de durabilité. Parce que de 2019 à 2024, nous avons pu réduire de 30% les émissions des scopes 1, 2 et 3 de nos émissions. Notre objectif pour les prochaines années est très clair, 2040, net zéro. Et notre mission dans le retail est clairement la réparation avant le remplacement. Nous montrons déjà que nous en sommes capables avec une réparation du verre de plus de 30% dans toutes les entreprises et que nous nous efforçons également là où c'est techniquement judicieux et que nous trouvons une solution, comme par exemple ce qui nous tient à cœur pour les jantes, afin de ménager les ressources et de protéger la durabilité. Le verre en particulier a un impact incroyable sur le marché quand on voit qu'il peut être réparé beaucoup plus souvent. Auparavant, même un petit éclat de pierre devait être remplacé par le service des routes. Nous avons déjà fait des progrès dans ce domaine et j'ai été étonné de voir que cela était également possible chez les importateurs. Et si c'est possible chez eux, ça l'est aussi pour les restes. Qu'en est-il pour toi et ton expérience de la durabilité dans Carvolution? En principe, nous essayons de promouvoir la durabilité avec l'abonnement de voiture en soi, en permettant une utilisation plus efficace de la voiture. Nous mettons à disposition une utilisation plus adaptée aux besoins et, en outre, il est important pour nous de mettre en place des processus très numériques et efficaces afin d'optimiser les trajets de transport. Donc, pour ne pas avoir de charges inutiles, et bien sûr, en ce qui concerne la réparation,
il est évident que nous préférons réparer plutôt que de remplacer. Dans le domaine du verre, nous avons plus de 30% de notre flotte et c'est très important pour nous. Très important. C'était déjà la 4e émission de RepTalk 2026. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos expertises. Cher Marc, cher Massimo, cher Nicolas et cher Philippe, merci beaucoup pour vos réponses et d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes les questions qui s'intéressent au marché local. Nous allons certainement continuer à nous écouter. Chères spectatrices, chers spectateurs, je suis heureux que vous soyez là, étiez présents. Profitez de l'occasion pour continuer à soutenir cette discussion. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous tenons également à vous remercier vivement de votre soutien, de faire passer le message. Logiquement aussi les sponsors comme Glastrush et les sponsors d'argent. Un grand merci également à la régie avec Créolin et un grand merci à Laura Jacobert d'avoir rendu possible cette émission. Je me réjouis donc de la prochaine émission qui aura lieu vers le mois de juin. Merci beaucoup d'avoir participé et au revoir à la prochaine émission RepTalk. Merci beaucoup.